Il y a une heure de la journée où c'est le plus difficile. Le soir, souvent. La maison se tait, les tâches sont finies, et soudain vous submerge ce que vous avez fui toute la journée. Le vide. Pas la tristesse, pas la colère. Le vide. Comme si l'on avait ôté une pièce à l'intérieur de vous. Si vous y êtes en ce moment, je ne vous demanderai pas d'être forte. Asseyez-vous simplement près de moi, tel que vous êtes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer comment le faire revenir. Aujourd'hui, c'est vous que nous allons ramener. Et je vous dis tout de suite l'essentiel, pour que vous n'attendiez pas la fin. Tout va bien chez vous. Ce que vous traversez n'est ni une faiblesse, ni quelque chose qui traîne trop. Cela obéit à une mécanique, et cela a une sortie. Nous allons la parcourir ensemble, pas à pas. Commençons par ce qui enlève le plus de honte. Vous ne l'imaginez pas. Cela fait vraiment mal, physiquement. Beaucoup de femmes ont honte de le dire à voix haute. J'ai mal dans la poitrine, ou je n'arrive pas à manger, ou je tremble quand je vois son nom sur l'écran. Et il leur semble que c'est excessif, hystérique. Quand même, je suis une femme adulte. Or, l'explication est simple. Quand nous sommes attachés longtemps à quelqu'un, le cerveau s'habitue à un afflux constant d'hormones de l'attachement. L'ocytocine, la dopamine, tout ce qui donnait cette sensation de chaleur et de sécurité. Et quand cette personne disparaît, le cerveau réagit presque comme à un sevrage brutal. Il ne comprend pas le mot séparation. Il sait seulement que la source habituelle de sécurité s'est évanouie et il déclenche l'alarme. De là vient tout le reste. La poitrine serrée, la boule dans la gorge, les nuits sans sommeil. Le fait que vous puissiez fixer un point pendant des heures, puis fondre en larmes pour un rien, pour une chanson, pour une odeur. Ce n'est pas vous qui craquez, c'est un organisme qui traverse un sevrage. Et savez-vous pourquoi il est important de l'entendre ? Parce que lorsque vous comprenez qu'il s'agit d'un processus et non de votre échec, vous cessez d'ajouter la honte à la douleur. Et la honte, c'est un poids double. Pourquoi le pire n'arrive pas tout de suite ? Voici encore une chose dont presque personne ne vous prévient. Le plus dur n'est généralement pas le premier jour. Les premiers jours passent souvent dans le choc. Vous êtes en pilote automatique. Vous pouvez même vous étonner. Je tiens plutôt bien. Certaines, à ce moment-là, rangent l'appartement, vont travailler, sourient à leurs amis. Et puis, vers la 3e, la 4e, la 5e semaine, cela vous tombe dessus pour de vrai. Quand le choc a lâché, quand tous les messages de soutien se sont taris, quand le monde a repris sa route et que vous êtes resté. C'est là que le vide devient bruyant. Beaucoup de femmes décident justement à ce moment-là que quelque chose ne tourne pas rond chez elles. Un mois a passé et je vais plus mal qu'au début. Non, c'est une courbe normale. C'est simplement l'anesthésie qui s'est dissipée. Si vous êtes à ce point-là aujourd'hui, tenez bon. Le plus épais est en train de passer. Ensuite, cela viendra par vagues, plus léger, puis de nouveau lourd, puis plus léger encore, et les intervalles de clarté s'allongeront. Voilà comment cela recule vraiment. Pas en ligne droite, par vagues. Pourquoi votre tête tourne en boucle ? Et il y a cette autre chose épuisante, les pensées. Elles tournent en rond. Et si je m'étais tue ce jour-là ? Et si nous avions reparlé une fois de plus ? Que fait-il en ce moment ? Avec qui est-il en ce moment ? Vous vous surprenez là-dessus 20 fois par jour, et vous vous en voulez. Eckhart Tolle a une formule très juste là-dessus. Il décrit la douleur accumulée comme quelque chose qui se nourrit. Il lui faut du combustible, et ce combustible, ce sont les souvenirs et les ruminations. Chaque fois que vous retournez en pensée dans cette scène, c'est comme si vous remettiez du bois. La douleur repart, et vous voilà convaincu qu'elle est sans fin. Et voici le plus important. Tolle ne dit pas « chassez vos pensées ». Il dit autre chose. Essayez de remarquer la pensée, de la voir, simplement, comme une vague. Tiens, encore la même boucle, sans vous disputer avec elle, sans argumenter, juste la remarquer. Car dès l'instant où vous la voyez, vous n'êtes plus dedans.
vous êtes celle qui regarde. Essayez maintenant, pendant que nous sommes ensemble. Une pensée arrive, j'aurais peut-être pu tout sauver. Et vous vous dites doucement, c'est une pensée, elle est venue, elle repartira. Voilà, rien à prouver, juste baisser le volume. Passons maintenant à l'essentiel, à ce qu'il faut en faire. Premier pas, cessez de chercher la réponse au pourquoi. C'est le piège le plus fréquent. Une femme démonte la relation en molécules pendant des mois. Elle relit les messages. Elle cherche l'instant où tout s'est cassé. Il lui semble que si elle comprend pourquoi, cela ira mieux. Or, cela ne va presque jamais mieux. Parce que la réponse complète, ou bien n'existe pas, ou bien se trouve dans la tête de quelqu'un d'autre, où l'on ne vous laissera pas entrer. Et chaque nouveau tour de ce manège ne fait que creuser l'ornière. Je vous le dirai honnêtement et un peu franchement, comme une amie. Toutes les blessures ne se soignent pas par la compréhension. Certaines ne se soignent que par le temps et par le soin qu'on se donne. Autorisez la question pourquoi à rester simplement sans réponse. Ce n'est pas une capitulation, c'est de la force libérée pour quelque chose de vivant. Deuxième pas, le corps avant la tête. Cela paraît trop simple, et c'est pour cela qu'on le néglige. Pourtant, on ne sort pas de cet état par la pensée, on en sort par le corps. Quand vous ne dormez pas, quand vous ne mangez pas, quand vous ne sortez pas prendre l'air pendant des semaines, le cerveau ne peut physiquement pas vous soulager. Il n'a pas de quoi. C'est pourquoi les premières semaines ne sont pas le moment de comprendre ni de pardonner. C'est le moment du plus élémentaire. Dormir, même mal, mais se coucher à l'heure. Sortir dehors chaque jour, ne serait-ce que 15 minutes, même quand vous n'en avez pas envie, surtout quand vous n'en avez pas envie. Boire de l'eau, manger quelque chose de chaud, même sans appétit. Bouger, une marche lente compte déjà. Non pas parce que c'est une bonne hygiène de vie, mais parce que cela réduit littéralement l'anxiété dans le corps. Et quand le corps va un peu mieux, la tête se calme aussi. L'ordre est bien celui-là, et non l'inverse. Et puisque nous parlons du corps, arrêtons-nous sur les nuits, parce que c'est souvent là que tout se joue. Le vide a son heure de prédilection, quelque part entre 3 et 5 heures du matin. Vous vous réveillez sans raison, et la tête est déjà en marche. À cette heure-là, le cortisol commence naturellement à monter, et vos défenses sont au plus bas. C'est pour cela que tout paraît plus noir, plus définitif, plus irréparable. Alors retenez ceci, et si vous ne deviez garder qu'une phrase de cette conversation, gardez celle-là. Une pensée de nuit ment presque toujours. Elle a l'air d'une révélation, elle a le ton de la vérité, et pourtant, la même pensée, relue à midi, vous paraîtra tout à fait supportable. Que faire, concrètement, quand cela arrive? D'abord, ne restez pas allongé à lutter dans le noir. Après 20 minutes sans sommeil, levez-vous. Une petite lumière basse, une tisane, quelques pages d'un livre ennuyeux. Le corps a besoin de comprendre que le lit n'est pas un lieu de combat. Ensuite, ne prenez pas le téléphone. C'est la règle la plus difficile et la plus importante. L'écran réveille le cerveau, et 2 minutes plus tard, vous êtes en train de regarder ce qu'il publie ou qui a aimé sa photo, et la nuit est fichue. Laissez le téléphone dans une autre pièce, si vous pouvez. Ce n'est pas une punition, c'est de la protection. Écrivez 3 lignes dans un carnet. N'importe quoi, sans style. Cela sort le tourbillon de la tête et le pose sur le papier. Et souvent cela suffit à faire baisser la pression. Et puis la chaleur, encore. Une couverture plus lourde, des chaussettes, une bouillotte. Le corps confond chaleur et sécurité, et cette confusion joue en votre faveur. Une dernière chose sur les nuits. Ne comptez pas les heures de sommeil perdues, cela ne fait qu'ajouter de l'angoisse. Dites-vous simplement, cette nuit sera comme elle sera, et demain je ferai avec. Cette phrase, à elle seule, fait souvent dormir plus vite que toutes les techniques. Troisième pas, ne pas remplir le vide avec n'importe qui. Et voici la plus grande tentation. Le vide appuie si fort qu'on voudrait n'importe quoi.
pourvu qu'on ne le sente plus. Une nouvelle rencontre, au bout de 2 semaines. Quelqu'un du passé à qui l'on a soudain envie d'écrire. Le travail jusqu'à l'épuisement. Le verre de vin le soir. Le défilement sans fin des écrans pour ne pas rester seul avec le silence. Je ne vais pas vous gronder, c'est très humain. Mais je vais vous dire ce qui arrive d'habitude. Le vide ne disparaît pas, il est simplement recouvert. Et il attend. Et quand le nouveau bruit retombe, il revient exactement le même, sauf que vous serez plus fatigué et peut-être avec une histoire de plus à démêler. Le vide ne se remplit pas, il se traverse. Et voici le paradoxe que je veux que vous entendiez. Il n'est pas infini, il a un fond. Et quand vos pieds touchent ce fond, on peut s'en repousser. Laissez-moi vous montrer 2 femmes. Elles ont vécu presque la même histoire, à quelques mois près. La première n'a pas supporté le silence de son appartement. 3 semaines après, elle était déjà sur les applications. Puis un dîner, puis un autre, puis un homme gentil dont elle n'était pas amoureuse, mais avec qui les soirs étaient moins longs. Elle disait à ses amis qu'elle allait très bien, et c'était presque vrai tant qu'il y avait du bruit. La seconde a fait quelque chose de plus difficile. Elle est restée dans son silence. Elle a pleuré, les soirs où il fallait pleurer. Elle a marché beaucoup. Elle a repris le piano, très mal. Pendant des mois, elle a eu l'impression de ne rien faire de sa vie. 1 an plus tard, la première en était à sa 3e histoire, et racontait toujours la même douleur, avec les mêmes mots, comme si le temps s'était arrêté. La seconde ne parlait presque plus de lui, non parce qu'elle avait oublié, parce qu'elle avait fini de traverser. Je ne dis pas cela pour juger la première. Elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Je le dis parce que le raccourci, ici, n'existe pas. Ce que l'on ne traverse pas, on le porte. 4e pas, de petits appuis, chaque jour. Parlons maintenant de ce qui fonctionne vraiment. Et ici, je veux appeler le psychiatre français Christophe André. Il a beaucoup écrit sur la consolation, et il fait une distinction très importante. Consoler, ce n'est pas « pense positif ». Ce n'est pas « c'est mieux ainsi ». Ce n'est pas « tu en trouveras un meilleur ». Ces phrases blessent plus souvent qu'elles n'aident, parce qu'elles nient ce que vous ressentez. La vraie consolation, c'est quand on ne vous oblige pas à cesser de souffrir, mais qu'on reste simplement là, à côté. Et elle a des formes très concrètes, accessibles chaque jour. La chaleur. Littéralement, un bain chaud, un plaid, le thé que vous aimez. Le corps prend la chaleur pour de la sécurité, la beauté, quelque chose de petit et de beau pour les yeux, le ciel du soir, des fleurs sur la table, même les moins chères, une musique sous laquelle il fait bon se taire, une personne, pas 10, une seule, à qui vous pouvez dire « je vais mal » sans avoir à expliquer, et un rituel, une petite chose qui se répète chaque jour à la même heure. Le café près de la fenêtre le matin, 10 minutes de marche après le travail. Quand c'est le chaos à l'intérieur, un rythme extérieur donne un appui. Cela semble trop simple pour compter. Pourtant, c'est de ces petites choses que se reconstitue peu à peu le sol sous vos pieds. 5e pas. Que faire quand l'envie de lui écrire arrive? Voici l'instant qui décide de beaucoup. Tard le soir. Vous tenez le téléphone. Vos doigts tapent déjà quelque chose comme « Comment vas-tu ?» N'ayez pas honte de cette envie. Elle est naturelle. Le cerveau cherche sa dose. Mais essayez une chose. Accordez-vous un report. Pas « N'écris jamais ». C'est trop dur. Simplement « Pas maintenant ». Écrivez-le plutôt dans vos notes, pour vous. Tout ce que vous vouliez dire, versez-le là, entièrement, sans censure. Et allez dormir. Relisez le matin. 9 fois sur 10, vous n'en verrez pas. Parce que ce qui, la nuit, ressemblait à de l'amour, se révèle le matin être surtout de la fatigue et de la solitude. Et s'il écrit, lui, et il peut écrire, surtout quand il sentira que vous vous êtes tu, offrez-vous une pause avant de répondre. Pas par fierté,
simplement pour répondre depuis la femme qui est calme, et non depuis celle qui, en ce moment, a faim de la moindre miette d'attention. 6e pas, s'autoriser à ne pas être forte. Et encore une chose, très importante pour nous, les femmes après la quarantaine. On nous a longtemps appris à tenir, à ne rien montrer, à être l'appui de tout le monde, des enfants, des parents, du travail. C'est pourquoi, quand quelque chose se casse chez nous, la première chose que nous faisons est d'avoir honte de notre propre douleur. Je veux vous donner l'autorisation que personne, peut-être, ne vous a donnée. Vous avez le droit de ne pas être forte en ce moment, de pleurer dans la voiture, de refuser une sortie, de dire « je ne vais pas bien » sans expliquer pourquoi, de n'accomplir rien du tout pendant quelques semaines. La force, aujourd'hui, n'est pas de faire bonne figure, elle est de vivre honnêtement ce qui est là. Celle qui s'autorise à ressentir en sortent plus vite. Celle qui congèle le porte des années. Parlons aussi de l'entourage, parce qu'il peut adoucir cette période, ou l'alourdir considérablement. Les gens autour de vous veulent bien faire, et pourtant, ils disent souvent exactement ce qu'il ne faut pas. Oublie-le, il faut te changer les idées. À ton âge, ne perds pas de temps, retrouve vite quelqu'un. De toute façon, tu valais mieux que lui. Pourquoi ces phrases blessent alors qu'elles sont dites avec affection? Parce qu'elles vous pressent. Elles vous demandent au fond d'aller mieux plus vite, pour que les autres soient plus à l'aise. Et vous vous retrouvez à consoler ceux qui étaient venus vous consoler. Alors donnez-vous 2 permissions. La première, vous avez le droit de dire « je préfère ne pas en parler aujourd'hui », sans vous justifier. La seconde, gardez le cercle petit. Vous n'avez pas besoin de 10 personnes. Vous avez besoin d'1 ou 2 qui savent écouter, sans donner de conseils, sans juger votre ex, sans regarder leur montre. Et si quelqu'un vous demande sincèrement comment vous aider, dites-lui la vérité toute simple. Reste et ne me demande pas d'aller bien. C'est cela, la vraie consolation. Il reste un cas particulier et il concerne beaucoup de femmes de notre âge. Que faire s'il faut continuer à le croiser? Les enfants, le travail, les amis communs, la maison à vendre. Le luxe de disparaître, vous ne l'avez pas toujours. Quelques repères alors. Préparez la rencontre au lieu de l'improviser. Décidez d'avance de quoi vous parlerez et de ce que vous ne toucherez pas. Faites court. On ne guérit pas dans une conversation de couloir. Prévoyez toujours un après, quelqu'un à appeler, un endroit où aller. Ne rentrez pas dans un appartement vide juste après l'avoir vu. Et surtout, ne décidez jamais de votre valeur d'après ces 5 minutes-là. Il peut être froid parce qu'il se protège. Il peut être charmant parce que cela lui coûte peu. Ni l'un ni l'autre ne dit quoi que ce soit de qui vous êtes. Et que faire des souvenirs de lui? Il y a ici une chose sournoise, bonne à connaître. La mémoire n'est pas une archive, c'est une monteuse. Et les premiers mois, elle monte le film en sa faveur à lui. Vous l'avez remarqué? Soudain, seul le meilleur remonte. Sa façon de rire, ses bras autour de vous. Ce soir-là, ce voyage-là. Et tout le difficile, l'indifférence, les mots qui vous ont tenu éveillés des nuits entières, la solitude à 2, s'effacent soigneusement à l'arrière-plan. Ce n'est pas l'amour qui parle, c'est le cerveau qui tente de récupérer sa source habituelle de sécurité et qui vous glisse pour cela les images les plus douces. Qu'en faire? Ne vous interdisez pas de vous souvenir. Simplement, quand l'idéalisation vous submerge, complétez doucement le tableau. Rappelez-vous non seulement les beaux moments, mais aussi comment vous vous sentiez auprès de lui ces derniers mois. Non pour vous mettre en colère, pour voir la vérité entière et non sa moitié sucrée. Et puisque nous y sommes, voici un bel endroit pour une honnêteté. Souvent, nous ne pleurons pas un homme en particulier, nous pleurons celle que nous étions auprès de lui. L'espoir, les projets, cette version de l'avenir qui n'aura pas lieu. Et c'est elle qu'il faut pleurer, ce qui est un tout autre travail, et un travail bien plus léger.
Comment saurez-vous que vous en sortez? C'est une question que l'on me pose souvent, et la réponse surprend. La sortie n'a rien d'un feu d'artifice. On ne se réveille pas un matin guéri. Cela arrive par petits signes, presque timides, et il vaut la peine de savoir les reconnaître, parce qu'ils passent souvent inaperçus. Vous vous surprenez à avoir faim, vraiment faim, et à avoir envie de quelque chose de précis. Une chanson passe, celle qui vous démolissait, et vous la laissez aller jusqu'au bout sans vous effondrer. Vous faites un projet minuscule pour dans 2 semaines, et l'idée de ces 2 semaines ne vous fait plus peur. Vous racontez l'histoire à quelqu'un, et vous remarquez, au milieu, que vous n'avez plus la gorge serrée. Vous pensez à lui, et la pensée passe, sans s'installer, comme une voiture qui passe dans la rue. Et le signe le plus fiable de tous, vous commencez à vous intéresser de nouveau à quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec lui. Une plante, un livre, une ville, une idée. C'est ainsi que la vie revient, par la curiosité, jamais par la volonté. Et puis il faut parler des rechutes, sinon elles vous feront très peur. Vous irez mieux pendant 2 semaines, et un jeudi soir tout reviendra d'un coup, avec la même violence qu'au début. Une odeur, une date, une photo qui remonte toute seule, un anniversaire, un Noël, le premier été sans lui. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est ainsi que la mémoire se décharge, par vagues. Et chaque vague est un peu plus courte que la précédente. Comptez non pas l'intensité de la mauvaise journée, mais la distance entre 2 mauvaises journées. C'est cette distance qui grandit, et c'est elle, la vraie mesure. Alors quand la vague arrive, ne recommencez pas tout à zéro dans votre tête. Dites-vous simplement, voilà une vague, elle va passer. Et faites ce jour-là le strict minimum. Dormir, manger, marcher un peu. La vague redescendra, comme les précédentes. Et maintenant, ce pourquoi tout cela existe. J'ai longtemps cherché comment dire cette partie, sans que cela sonne comme une consolation bon marché. Je vais essayer honnêtement. James Hollis, l'analyste jungienne, a beaucoup écrit sur la seconde moitié de la vie, et il a une idée qui m'a moi-même bouleversée autrefois. Il dit que les grandes pertes, à cet âge, sont presque toujours un passage. Pas une punition, un passage. Le moment où l'ancien moi, cousu d'attentes et de rôles empruntés, ne tient plus, et où une place se libère pour la vraie. Voilà pourquoi ce vide fait si mal. Il est réellement vide. Mais c'est justement pour cela qu'il y a de la place dedans. Regardez ce qui arrive d'habitude aux femmes, de l'autre côté de ce vide. L'une revient à ce qu'elle aimait à 20 ans et qu'elle avait abandonné pour la famille. Une autre pose enfin des limites là où elle a supporté pendant des années. Une autre encore se demande, pour la première fois de sa vie, non pas « qu'est-ce qui les arrangerait ?», mais « et moi, qu'est-ce que je veux ?» Et presque toutes disent la même phrase. « Je ne voudrais pas revivre cela, mais je ne voudrais pas non plus redevenir celle que j'étais. » Je ne vous dirai pas « tout est pour le mieux », c'est faux, et vous le savez. Mais je vous dirai autre chose. Ce que vous traversez en ce moment est en train de construire la femme que vous deviendrez, silencieusement, invisiblement, sous la couche de douleur. Et un jour, vous vous surprendrez à boire tranquillement votre café en pensant à toute autre chose. Et vous comprendrez que cela fait longtemps que vous n'avez pas pensé à lui. Cela n'arrivera pas par la volonté, cela arrivera simplement parce que vous aurez marché. Et pour finir, si vous avez une mauvaise journée aujourd'hui, ne la comptez pas comme un échec. La guérison n'est jamais régulière. Vous pouvez pleurer un jeudi et rire un vendredi. Et cela ne veut pas dire que vous êtes revenu au début. Alors faites une seule chose aujourd'hui. Pas tout ce que j'ai énuméré. Une seule. Sortez prendre l'air. Ou couchez-vous plus tôt. Ou écrivez à cette personne, celle qui compte. Un petit geste, et la journée n'est déjà plus perdue. Vous n'êtes pas dans une impasse, vous êtes dans un passage, et il se termine, même si, en ce moment, il vous semble que non. Écrivez-moi en commentaire si vous êtes en plein dedans.
Écrivez simplement que vous êtes là. Parfois, c'est déjà beaucoup. Et si cette conversation vous était nécessaire, restez avec moi. Ici, on ne presse personne et on n'exige de personne d'aller bien. Prenez soin de vous cette semaine, le soir surtout.